Bienvenue sur la feuille de route pour atteindre 100 millions de dollars de croissance. Nous venons donc de terminer l'étape 0 où nous improvisons et nous passons maintenant à l'étape 1 qui consiste à monétiser. Si vous êtes nouveau ici, arrivant de votre plan de croissance personnalisé, vous saurez exactement où vous en êtes. Si vous faites partie de ceux qui se disent « J'adorerais avoir une feuille de route personnalisée pour moi et mon entreprise actuellement », alors sous cette vidéo, il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour y saisir vos informations. Ensuite, nos petites équipes en coulisses s'en occuperont. Ils font ça très souvent. Vous recevrez une analyse détaillée expliquant où vous en êtes et les actions par fonction pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Passons maintenant à l'étape de la monétisation. C'est le thème. Notre effectif actuel est de 1. C'est encore juste vous. Votre rôle a évolué de chercheur à initiateur. Avant cela, on collectait des données et des retours, mais maintenant, il faut vraiment commencer. La structure de direction se résume donc à vous seul, n'est-ce pas? À la fin de cette étape, on sera une entreprise officielle. Il existe au moins 30 millions d'entreprises aux États-Unis qui génèrent au moins $1 de chiffre d'affaires. C'est donc une bonne façon de voir les choses. Seuls 9% des gens sont entrepreneurs. En lançant votre boîte et en gagnant un seul dollar, vous intégrez déjà le top 10%. C'est impressionnant. Comme je vous l'ai dit au début, les statistiques ici vont probablement vous étonner. Elles sont très différentes de la vision du succès des réseaux sociaux dans le monde des affaires. Très bien. Ceci dit, commençons par le produit. Le produit, c'est le bien ou le service que vous fournissez. La contrainte ici, c'est que votre produit n'est pas assez bon pour être vendu. Au niveau précédent, vous n'en aviez pas. Maintenant, il n'est juste pas assez qualitatif pour être monétisé. Donc, pour passer cette étape, vous devez l'améliorer jusqu'à ce que votre produit soit assez bon pour être vendu, pour lancer votre version 1, d'accord? Alors, à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Concrètement, cela signifie que nous devons identifier les coûts cachés du produit. D'accord. Donc, ce sont tous les coûts non monétaires qui font qu'une personne n'achète pas. D'accord. Pourquoi ne paieriez-vous pas pour cela? Pourquoi est-ce non? Qu'est-ce qui en ferait un oui? Que faudrait-il? Pensez aux coûts cachés. Par exemple, si vous vendez une solution de perte de poids, en tant que coach sportif, je me demandais pourquoi ces personnes avec 25 kilos de trop n'achètent pas de séance. Pensez aux coûts cachés. J'ai 40 minutes de route jusqu'à la salle et 5 de plus pour trouver un parking. Je dois manger moins, ce que je n'aime pas faire. Je dois changer ma façon de vivre parce que je dîne au restaurant tous les soirs. Et donc, il y avait tous ces coûts cachés. C'était bien différent de quand ils venaient s'entraîner avec moi, car il y avait tous ces coûts cachés. Cela rendait difficile l'achat de mon service. Donc, il faut demander aux gens pourquoi ils n'achètent pas. Et alors, pourquoi ne voulez-vous pas payer pour ça? Qu'est-ce qui fait que c'est un non? Qu'est-ce qui ferait que ce serait un oui? Qu'est-ce qu'il faudrait? L'une de nos questions préférées qu'on pose tout le temps, apprise d'Alex et utilisée au quotidien, c'est « qu'est-ce qu'il faudrait », n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un vous dit non, la question est « qu'est-ce qu'il faudrait ?» Parce que, par exemple, si je disais « comment pourrais-je venir te chercher chez toi, n'est-ce pas? » Je t'emmène au studio de coaching sportif, je t'entraîne. Et ensuite, je dîne avec toi tous les soirs. Est-ce que ça te ferait dire oui? Maintenant que je sois prêt à le faire ou non, c'est une autre question, mais il est toujours bon d'identifier quels sont les plus grands points de friction, les coûts cachés qui empêchent quelqu'un d'acheter votre produit, n'est-ce pas? Et donc, une question magique à poser, c'est si je te demandais 3 000 $ pour qu'on travaille ensemble pendant 3 mois afin d'atteindre ton objectif de perdre 9 kilos, n'est-ce pas? À quoi cela ressemblerait-il pour que tu sois enthousiaste à l'idée d'aller de l'avant? Tu veux qu'il décrive l'état idéal? À quoi cela ressemblerait-il dans un monde parfait pour le client? Et demande-toi alors, comment puis-je y parvenir pour comprendre ce que je peux faire pour faciliter leur décision de dire oui le plus possible? Je voudrais rebondir sur ce que Leila a dit « qu'est-ce qu'il faudrait ?» Et c'est aussi la question magique. Suppose l'achat conclu, puis remonte vers les fonctionnalités. C'est pareil ici, sauf qu'on ajoute le prix. Donc, si nous travaillons ensemble pour 3 000 $ sur l'année à venir pour atteindre l'objectif, qu'est-ce qu'il te faudrait voir pour que ce soit motivant? Là, c'est à eux de trouver la solution et le prix est fixé. Alors Leila a dit « Je ne sais pas si je serais prête à conduire pour aller chercher quelqu'un. » Eh bien, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir. Serais-tu prêt à le faire pour 1 000 $ la séance? Probablement. Et donc, beaucoup de gens sont arrivés avec ces suppositions, surtout au début. Certains ne sont pas prêts à faire certaines choses, mais ils prennent cette décision sans voir le prix, alors qu'il y a sûrement un prix auquel tu serais prêt à faire quelque chose. Et donc, parfois, ce prix correspond à ce qu'un autre paierait pour éliminer des coûts cachés.
C'est pourquoi nous prônons au début des tarifs premium bien plus élevés que la plupart du marché. Alors, tu peux te démarquer en offrant réellement plus de valeur aux consommateurs. Si tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Trouver 10 clients chaque jour, c'est comme dire que tu en as actuellement 0 et que tu n'en veux pas 10 parce que tu redoutes un problème à 10. C'est comme dire, je ne veux pas m'entraîner car je devrais changer de chemise si je deviens trop musclé. Commençons d'abord par te faire gagner un peu d'argent. Ensuite, avec cet argent, tu auras toutes les ressources nécessaires pour résoudre tes problèmes et rendre ton entreprise plus scalable. D'accord? Voici donc l'équation de la valeur, je vais en parler brièvement. J'en parle dans mon livre $100 Million Offers. C'est le concept central et au début, c'est crucial à comprendre. En créant une entreprise, tu génères essentiellement de la valeur et ensuite tu l'échanges contre de l'argent. Plus tu crées de valeur, plus tu peux l'échanger contre de l'argent. J'ai créé cette équation car beaucoup de gens parlent de valeur sans la rendre opérationnelle. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Comment créer quelque chose qui a plus de valeur? Voici donc cette équation. C'est une division de base. En haut, ce qui accroît la valeur brute. En bas, les aspects négatifs à retirer. Comment alors réduire le mauvais et maximiser le bon? Et plus je fais ça, plus ça devient infiniment précieux. Disons que je veux me détendre. D'accord, c'est le résultat dont je rêve. Très bien, si je prends un Xanax, ma perception de la probabilité de réussite est élevée. Je sais que je vais me sentir détendu presque immédiatement car le délai entre la prise et l'effet est quasiment nul. C'est 15 minutes. Et mon effort et mon sacrifice pour me détendre sont quasiment nuls. C'est pourquoi le Xanax génère des milliards de dollars et que les gens l'achètent si volontiers. À l'inverse, si ce même résultat pouvait être atteint par la méditation, ma perception de la réussite, si je me disais que je vais juste méditer, je ne sais pas si je réussirais. Donc, mon risque augmente et ma chance de réussite perçue diminue. Donc, si je suis un vendeur et que je veux vendre la méditation, je dois leur montrer comment faire. En utilisant ma méthode, il est plus probable qu'ils atteignent réellement cet état de relaxation. Côté délai, ma méthode permet de se détendre en 5 minutes au lieu de 20 et de devenir compétent en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois. Cela réduit l'écart de temps. Enfin, l'effort et le sacrifice concernent ce que vous détestez faire et ce que vous aimez mais devez abandonner. Donc, l'idée est la suivante. Comment éviter de leur imposer des choses qu'ils détestent déjà? Et puis, quelles sont toutes les choses auxquelles ils doivent renoncer? Peut-être qu'il faut renoncer au temps passé sur ton téléphone. J'adore mon téléphone, mais il faudrait s'en passer. Alors, et si on combinait le téléphone avec la méditation? C'est probablement pas possible. Mais tu comprends l'idée, c'est qu'on veut réfléchir à toutes les choses supplémentaires. Les variables additionnelles qui créent de la valeur. La façon la plus simple de voir mon approche, c'est le bon, le rapide, le sans risque et le facile. Donc, les questions que je me pose sont comment rendre ça plus facile, comment le rendre plus rapide et comment le rendre sans risque et cohérent. Le résultat de tout cela, c'est un produit très précieux. Nous sommes donc passés d'un produit invendable à un produit qui doit être assez bon pour être vendu. Créez maintenant votre version 1. Et ensuite, nous avons le marketing. Voilà. Très bien. Donc, le marketing au niveau 1, c'est comment tu parles aux gens de ton offre payante. Avant, on essayait de convaincre d'essayer notre produit gratuit. Concernant le payant, le problème, c'est que les gens voient ton offre. C'est désormais payant. Face à leur surprise du prix, passez à l'étape suivante en annonçant votre offre payante. Dites-leur qu'il y a un nouveau truc. Ils diront « Je veux ça » et voilà ce que ça donne. Je veux approfondir ce concept vraiment important, surtout au début. C'est la preuve plutôt que la promesse. C'est la preuve. C'est plus important que la promesse. Donc, tu veux montrer les résultats des personnes à qui tu as rendu service gratuitement pour vendre à plus de clients payants. Beaucoup passent direct à cette étape et on demande naturellement « Avec qui as-tu bossé ?» Des témoignages. Voyons quelques avis. Prenons un exemple hypothétique. Si vous aviez 2 restaurants mexicains dans votre rue, d'accord, et l'un n'a qu'un seul avis, noté 5 étoiles, et l'autre a une note de 4,4 étoiles, mais il a 20 000 avis, dans quel restaurant allez-vous aller? Probablement celui avec les 20 000 avis, parce qu'il y a tellement de preuves que c'est un produit plutôt correct que tu te dis « Tu sais quoi? Je suis prêt à essayer, c'est moins risqué pour moi. » Tu fais une promesse, mais la probabilité qu'on te croie dépend de ta preuve. C'est pour ça qu'on insiste pour offrir des choses gratuitement au début. Je ne vends rien sans 10 témoignages pour 2 raisons. D'abord, c'est plus facile à vendre. Ensuite, pour être moi-même convaincu que ce que je fais est vraiment utile. Si je n'obtiens pas de témoignages gratuits, je ne pourrai sûrement pas en obtenir contre rémunération. Plus tard, d'abord être bon, preuve cruciale, reçu.
J'espère donc que vous me croyez sur ce point. Il existe de nombreux éléments de preuve, mais toutes ne se valent pas. Sur ce continuum, une preuve en personne est bien plus forte qu'une preuve virtuelle. En vente directe ou en personne, avoir un membre de l'équipe qui a, par exemple, perdu 50 kilos, sauvé son mariage ou réussi un exploit. Avoir ce témoignage en personne était impressionnant. C'est très convaincant. Le direct comparé à un enregistrement, un témoignage en direct est beaucoup plus convaincant. Si je l'ai brut plutôt que retravaillé. Voilà pourquoi ces selfies à l'iPhone convertissent souvent mieux que des vidéos léchées, car c'est plus crédible. Montrez, pas raconter. Dites « j'ai aidé à maigrir » ou « j'ai perdu 50 kilos ». Au lieu de simplement comparer l'avant et l'après, le fait de montrer s'avère être bien plus précieux et convaincant. Que d'autres personnes vantent ce que vous accomplissez a bien plus d'impact que si vous le dites vous-même. C'est tout simplement ainsi que fonctionne le principe fondamental de la preuve. Ces autres personnes doivent ressembler exactement aux prospects plutôt que s'y opposer. Si je vends des services informatiques à des startups, mais que les seuls témoignages qu'ils voient sont des plombiers ou des couvreurs, ils se demandent « Est-ce que cela va vraiment s'appliquer à moi ?» Nous faisions de la publicité pour une multitude de salles de sport chez Gym Launch. Un test à fort impact sur le rendement concernait l'adaptation des témoignages au marché. Sur un marché majoritairement noir, les témoignages de personnes noires fonctionnaient mieux. Sur un marché blanc, ceux de personnes blanches étaient plus efficaces. Pour les femmes, les témoignages féminins marchaient mieux. C'est logique, pourtant peu le font. Veillez à ce que votre preuve concerne les prospects visés. Privilégiez le personnel au générique. Ici, il s'agit d'être plus précis sur le résultat qu'ils souhaitent au lieu de dire « je recommande ce produit » ou « John est super ». Dites plutôt « John a boosté mon taux de conversion sur mon site ». John m'a obtenu 25 rendez-vous hebdomadaires depuis 6 mois. Visez la précision et la personnalisation selon leurs objectifs au lieu d'un conseil générique. Bon ou mauvais résultat. C'est très intéressant. Montrez à la fois de grands et de petits résultats, car parfois les gens ne croiront pas à vos grands succès. C'est trop incroyable pour eux. Donc avoir un mélange des deux est utile. Mais les deux seront toujours mieux que de mauvais résultats ou pas de résultats. Montrer cela sur ce continuum est plus efficace. Et qu'en est-il du nouveau contre l'ancien? Eh bien, vous êtes tout nouveau dans ce domaine. Dites que les témoignages que vous avez sont tout récents. C'est plus convaincant qu'un témoignage incroyable datant de 10 ans. Et voici le plus fou. Les gens vont supposer que le dernier témoignage reçu est le dernier bon résultat obtenu. Ce n'est peut-être pas vrai. Espérons que non. Peut-être que vous n'avez pas recueilli les témoignages des 2 dernières années. Mais si le dernier témoignage montré remonte à 2 ans, on pensera que vous déclinez. Accumuler les preuves crée une preuve sociale massive. Pour un commerce physique, je conseille d'afficher des témoignages du sol au plafond. Capturez chaque avis 5 étoiles sur Facebook, Yelp ou Google pour les exposer. Achetez des cadres à $1 et installez-les tout autour du mur. Les gens seront si impressionnés qu'ils oublieront de se demander si vous êtes doué ou non. Et voici à quoi cela ressemble. Génial, salle de sport, des chiffres face au vide. Les chiffres apportent de la précision. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Concernant la confiance sans antécédent, au début, vous n'en aurez pas, mais un historique prouvé rendra ensuite votre offre bien plus convaincante. Donc, ce sont ces éléments, ce sont les composantes de la preuve, et l'exemple hypothétique parfait réunirait tout ce qui se trouve de ce côté. Et la pire preuve serait un témoignage générique qui recommande, vieux de 10 ans, provenant d'une entreprise qui ne leur ressemble pas, à propos d'un résultat qui ne les concerne pas, qui n'est pas du tout visuel, juste du texte, qui ne mentionne même pas quel a été le résultat. Il n'y a aucun chiffre, il n'y en a qu'un seul, et le pire, c'est qu'on en rit. Mais je vois vos sites web et c'est ce que vous utilisez. Et ensuite, vous vous étonnez que les gens ne s'inscrivent pas. C'est en fait du marketing de niveau 1, juste un petit truc, conseil. Sachez que toutes les plateformes publicitaires offrent des crédits gratuits, comme Google Ads, Bing, Pinterest, Snapchat, LinkedIn ou TikTok. Presque toutes donnent entre 50 et 500 $ de crédit pour débuter. Il y a quelques conditions, mais au final, ils vous donnent 500 $ pour commencer. C'est pas mal, surtout en repensant à notre carte de crédit de plus tôt. C'est comme si on récupérait l'argent de notre carte. On a récupéré l'argent de la banque. Et toutes ces plateformes nous donnent des centaines de dollars. C'est un peu comme si on collectionnait des trucs. Car ces entreprises profitent de votre présence et du fait que vous lanciez votre activité. Plus de gens sont prêts à vous aider que vous ne le pensez. Il suffit de savoir où chercher. Voilà pour le marketing de niveau 1. Parlez de vos produits aux gens. Au départ, personne ne connaît vos offres. Dites-leur que vous vendez
inscrivez-vous pour des crédits pub gratuits et accumulez des preuves. Pour gagner votre premier dollar, regardez ceci. Alors, qu'est-ce que le flipping de téléphone, la coiffure et l'enseignement du Kung Fu ont en commun? Eh bien, Christian apprend aux gens à faire du flipping de téléphone. Et il gagne 3 977 $ par mois. Et il n'est qu'à mi-chemin des jeux scolaires. Et puis, il y a l'école de barbier qui vient tout juste de démarrer et il génère 6 800 $ par mois en revenus récurrents. Et ensuite, il y a Sifu qui a son académie de Kung Fu avec 4 personnes et il vient tout juste de dépasser les 20 000 $ par mois à mi-parcours des jeux scolaires. Donc, peu importe ce que vous savez, ou même si vous ne savez rien du tout, si vous avez le bon système, vous pouvez transformer l'attention en argent. Si ça vous intéresse, voilà pourquoi nous avons lancé les jeux scolaires. Un tiers des participants finit son premier mois en gagnant déjà de l'argent. J'en suis fier. Si ça vous dit, cliquez sur le lien et à tout de suite. Et maintenant, nous avons des ventes. D'accord. Donc, à ce niveau, en ce qui concerne les ventes, vous ne savez toujours pas comment vendre. L'étape suivante consiste à utiliser vos résultats gratuits pour vendre à des clients payants. Pas vrai? Et ensuite, proposer de résoudre leurs problèmes contre de l'argent. C'est ce que nous voulons faire. D'accord. Alors, à quoi ça ressemble? Ceci est en fait un extrait du livre 100 Million Leads que vous pouvez trouver sur Amazon. Comme je ne prends que 5 personnes, je peux vous accorder l'attention dont vous avez besoin pour obtenir des résultats dont vous pourrez vous vanter. Et je vous offre tout cela avec 80% de réduction. Tant que vous promettez de l'utiliser, de me donner un retour et de laisser un avis exceptionnel. Si vous pensez qu'il le mérite, est-ce que cela vous semble juste? C'est le script que vous pouvez utiliser parce qu'en fait, vous profitez du fait que vous avez obtenu des résultats grâce aux personnes à qui vous avez donné le produit gratuitement. D'accord? Donc, c'est le script que vous voulez utiliser lorsqu'il s'agit de prospection à chaud. Et à ce stade, vous avez la preuve grâce aux personnes à qui vous avez livré le produit gratuitement. C'est ça. Ensuite, l'idée est simple. Toutes les 5 ventes, vous augmentez le prix de 20% comme nous adorons le faire. Donc, au début, c'est gratuit. Puis les remises passent de 80, 60, 40 à 20% avant de revenir au prix fort. Et vous pouvez continuer à augmenter vos prix de 20%. Il n'y a pas de raison d'arrêter la fête. Au début de Gym Launch, on a commencé à 6 000 $, puis 8, 10, 12 et 16 000. On est ensuite monté à 20, 22, 30, 35 pour finir à 50 000 $, n'est-ce pas? Et ça continue comme ça. Nous avons donc continué à augmenter les prix afin de trouver le seuil offrant le meilleur retour sur investissement client. Quels prix sont-ils prêts à payer? Cela permet d'attirer le plus de clients avec la plus grande valeur à vie. Utilisez donc ce script selon vos résultats, puis continuez à augmenter le prix selon votre succès. De vendre aux personnes à chaque niveau et de comprendre que si vous n'arrivez pas à, disons, vendre aux 80. Parce que je sais ce que vous pensez, vous vous dites, et si je propose à toutes ces personnes et qu'elles ne disent pas oui? Écoutez, premièrement, avez-vous la preuve pour étayer l'affirmation que vous faites? N'est-ce pas? Le démontrez-vous, mettez-vous en avant la preuve. Et puis, concluez-vous vraiment la vente? Suivez-vous le script? Demandez-vous de la bonne manière? Et avez-vous de la conviction dans ce que vous demandez? Sans maîtriser la vente, utilisez vos résultats gratuits pour convaincre plus facilement vos clients payants. Et vous voulez proposer de résoudre leurs problèmes contre de l'argent. Ensuite, nous avons le service client. Le but du service client est de fidéliser et faire recommander le produit. Mais à ce stade, les clients gratuits n'apprécient pas ou n'utilisent pas l'offre. On passe à la suite dès la première vente. Pour l'instant, avec nos clients gratuits, on cherche à ce qu'ils apprécient le produit. Pour progresser, parlez-leur pour identifier les coûts cachés et les blocages à l'utilisation. Si cela ressemble au produit, c'est normal. Au début, tout est lié. Entre le produit et ses variables, le service client consiste à leur parler directement, sans complexe et sans se soucier de la scalabilité. Il s'agit simplement de faire une liste de tous les problèmes qu'ils rencontrent. Alors, je classerai cela ainsi. Est-ce un problème de résultat? N'ont-ils pas obtenu ce qu'ils voulaient? Ou est-ce un problème d'expérience, c'est-à-dire la manière dont ils le voulaient? Ce sont donc 2 choses distinctes, et Léla l'a mentionné plus tôt. C'est que la plupart des gens auront plus tendance à rester si l'expérience est bonne et le résultat mauvais que si le résultat est bon et l'expérience mauvaise. Donc, si vous deviez privilégier l'un des deux, c'est d'ailleurs l'avantage du novice. C'est que vous n'avez même pas besoin d'être le meilleur au début, mais il faut juste montrer que vous vous donnez à fond. Pour améliorer les résultats, voici ce que nous faisons. Premièrement, il faut fixer de meilleures attentes lors de la vente. C'est lié à ce dont on vient de parler, mais ça vous aidera plus tard. Alignez vos objectifs avec les leurs. Voici les attentes. Pensée, expérience. Voici notre communication et sa fréquence.
Voici mon temps de réponse. Voici les horaires, d'accord? Les objectifs sont les résultats. Voici le programme. Le flux de travail définit la cadence de communication entre les deux. D'accord. Quels sont les jalons ou les objectifs? Concernant la partie fixe de cette expérience, l'idée est de la rendre plus facile, plus rapide et aussi plus agréable. Il s'agit ici des mêmes variables de l'équation de valeur. En y réfléchissant avec le service client, partons du fait que les clients n'aiment pas ça. Identifions les coûts cachés, notons les thèmes récurrents et comprenons leur désintérêt par le dialogue. Voici le service client au niveau 1. Très bien. Passons à l'informatique. L'informatique consiste à collecter, stocker, analyser et diffuser l'information. Donc, votre contrainte actuelle, c'est que vous n'avez ni logiciel, ni outils, ni réseaux sociaux pour débuter. On dirait une mamie ici perdue devant l'écran. Bon, comment tu passes à la suite? Tu peux trouver les logiciels gratuits nécessaires en rejoignant des groupes et en lisant les forums via Internet ou Google. Ce genre de truc, d'accord? Pour l'informatique, pas de logiciel, d'outils ou de réseaux sociaux. On va chercher du gratuit via des groupes et Google. Passons au recrutement. Le recrutement, c'est trouver et embaucher des gens pour travailler avec toi. Au niveau 0, quand on débute gratuitement, la contrainte est simple. Soit tu ne sais pas faire quelque chose, soit tu manques de temps. Donc, c'est un manque de compétences. Très bien. Pour l'étape suivante, contactez votre réseau ou utilisez des plateformes de freelance. Par exemple, pour créer un site web sans les compétences requises, trouvez de l'aide sur Upwork, Fiverr ou 99 Designs. Ces sites permettent de dénicher des prestataires très abordables pour démarrer avec seulement quelques centaines de dollars. L'idée principale est de pallier le manque de connaissances, de compétences ou de temps au début de ton activité sans l'engagement ou le coût fixe d'un employé à temps plein, tu vois? L'idée est surtout de minimiser le risque et de trouver des experts pour débloquer les points spécifiques que vous ne maîtrisez pas. Et l'essentiel ici, c'est de t'assurer de ça. L'avantage d'utiliser des freelances ou des plateformes à ce stade, c'est que tes besoins évolueront vite et tu as peu de chances d'embaucher la bonne personne du premier coup. Dans ma première boîte, sans ces acquis techniques et étant novice, j'ai dû payer quelqu'un 5 000 $. Bien avant leurs outils de création web, je codais mon propre site. L'échec n'était pas une option. Alors, comment vont-ils me payer? Et donc, il aimait ça. J'ai créé un compte PayPal qu'ils ont intégré à mon système pour encaisser mes premiers revenus. Plus besoin de dépenser 5 000 $ aujourd'hui et je n'en avais sans doute pas besoin non plus à l'époque. Je dis ça pour montrer que j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Mais ces 5 000 $ m'ont fait 4 000 le mois suivant et encore 4 000 celui d'après. J'ai pu rembourser. C'était un freelance, pas un employé, juste un gars connu via un ami qui créait des sites. C'est ainsi qu'on recrute pour se faire aider. Quand tu te lances, par manque de temps ou de compétences, tu sollicites ton réseau ou des plateformes de freelance pour combler tes lacunes au démarrage. Et donc maintenant, on passe aux ressources humaines. Les RH, c'est ça? C'est ainsi qu'on limite les risques de poursuites judiciaires. Le souci, c'est de payer des freelances sans obtenir le résultat voulu. Tu dépenses de l'argent, mais sans retour concret. Alors, pour passer ce niveau, crée des accords de base avec les prestataires et définis précisément tes attentes. Il faut aussi t'assurer que ce qu'ils construisent ou livrent corresponde bien à ce que tu veux, puis établis des accords pour faire respecter tout cela, n'est-ce pas? Donc, tu veux établir l'accord. Passe ce test. Qui est impliqué et qui fait quoi, n'est-ce pas? Donc, qui fait quoi, où, pour quand, combien ça coûte? Pour combien de temps? Qui décide si c'est bon? Que se passe-t-il si ce n'est pas bon? Le souci majeur aujourd'hui, c'est de faire appel à des prestataires en croyant qu'ils lisent dans vos pensées et inversement. Mais il faut clarifier les attentes et en discuter. Cet accord vous aide donc à vraiment clarifier les choses avant de commencer et dans la plupart des cas, il ne sert pas forcément à attaquer quelqu'un en justice. Cet accord sert à clarifier ce que vous faites, ce qu'ils font et quoi faire en cas de problème. Par exemple, une amie travaillait avec un vidéaste qui devait filmer et lui livrer un certain nombre de vidéos par mois. Il avait du retard, donc elle n'a rien reçu pendant un mois. Elle a demandé ce qui se passait. J'ai demandé où était l'accord. Elle a dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit d'accord. Donc, vous n'avez pas évoqué ce qui arrive en cas de retard ou de problème, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut fixer ces règles dès le départ. Sans accord, rédigez au moins un document sur ces points et validez-le ensemble avant de travailler ensemble. 2 conseils de pro. Au début, on évite souvent ces discussions, ignorant même ce qu'ils veulent. Ils espèrent qu'un expert leur dise quoi faire. Mais non, soyez clairs et décidés. Souvent,
On a peur de décider par peur des responsabilités, mais c'est votre argent. N'attendez pas qu'on crée une licorne pour vous afin de dire qu'il a bien travaillé. Cela vous mène tous deux à l'échec. Aussi, si votre partenaire n'a pas de contrat, c'est qu'il débute aussi. C'est l'aveugle qui guide l'aveugle, deux débutants qui ignorent ce qu'ils font. C'est juste un ami technophile, car il est peu coûteux et vous êtes novice. Votre amitié en pâtit, car vous craignez la confrontation et dire « Si tu es en retard, je ne te paie pas ». C'est gênant à dire à un ami, mais c'est le monde des affaires, c'est ainsi. Pour les RH, non. On paie des freelances pour travailler et ils le font mal. N'ayant pas ce qu'on veut, on crée donc des accords fournisseurs, des attentes. Et maintenant, nous passons à la finance. La finance au niveau 1 de la monétisation. La contrainte ici, c'est que vous n'avez aucun moyen de collecter de l'argent. Très triste. Au début, c'était inutile car vous rendiez service gratuitement en troquant simplement avec eux. Ils vous donnaient des avis ou des retours. Mais pour passer à l'étape suivante, il faut pouvoir collecter de l'argent. Je recommande de mettre en place au moins 2 moyens de paiement, et l'un d'entre eux doit toujours être l'espèce. C'était ça. Et le second, c'est d'avoir un moyen d'accepter les cartes de crédit. Accepter les cartes de crédit, car c'est le moyen de paiement le plus courant. Pour continuer, il suffit d'encaisser vos paiements pour recevoir un dépôt sur votre compte bancaire professionnel. Une fois ce dépôt reçu, vous faites passer $1 dans le système et ça fonctionne réellement. Voilà à quoi cela ressemble. Installez un processeur de carte de crédit ou un système de paiement en ligne. Comme exemple, utilisez votre banque, Stripe ou School. Vous n'avez rien à configurer, c'est déjà fait. Shopify, Amazon, tout cela. Ces pages de paiement ont déjà des processeurs intégrés. Les derniers en ont, les premiers aussi. Il suffit de tester pour s'assurer que vous recevez bien l'argent. C'est tout, il est vraiment très facile de valider cette étape, d'accord. On a commencé sans système de paiement, on progresse en installant 1 ou 2 processeurs, en testant les transactions et en recevant les fonds. Voilà, le niveau 1 de la monétisation est bouclé. Le problème, si vous avez oublié le reste, c'est que votre entreprise ne génère aucun revenu. Voilà le problème. Vous passez à l'étape suivante avec votre première vente, c'est l'objectif. Et si vous débutez au niveau 1 et voulez lancer une entreprise, je suis copropriétaire de School. C'est une excellente plateforme qui résout déjà beaucoup de ces problèmes grâce à son fonctionnement intégré. Nous proposons une formation tactique vraiment ciblée pour ce type d'entreprise. On dit « Fais ça X fois par jour et Y fois par semaine, bâtis ta communauté ainsi et tu peux commencer à la monétiser, le tout totalement gratuitement. » Nous proposons des essais en continu avec un challenge chaque mois. Si cela vous intéresse un tant soit peu, cliquez sur le lien ou le bouton sous cette vidéo. Sinon, rendez-vous au niveau suivant, la publicité.